Debout, s'il vous plaît. Avant, fixe. 30e promotion de l'école de guerre, invité, rassemblé, à votre manger. Merci. Repos, asseyez-vous. Mon général, mesdames, messieurs les officiers, mesdames, messieurs, madame Mabrouk, bienvenue et merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous dans cet amphithéâtre Foch de l'école militaire pour cette conférence à l'école de guerre. Je suis le chef de bataillon Henri Buffetot du comité des conférences de l'école de guerre et c'est à moi que revient l'honneur de vous présenter à votre auditoire. Journaliste radio et télévision auprès d'Europe 1 et de CNews, vous êtes également passé par les rédactions du magazine international Jeune Afrique et de la chaîne Public Sénat. Spécialisé dans la sphère politique, vous animez quotidiennement des émissions et interviews avec des personnalités politiques, économiques, des acteurs de la vie sociale et plus largement, des responsables dans différents domaines de la vie de la cité. Parallèlement à votre parcours journalistique, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages tels que « Douce France, où est ton bon sens ?» ou encore « Insoumission française ». Vous défendez dans ces livres le besoin pour la société française de retrouver sa faculté de discernement et surtout le besoin de nous retrouver autour d'un nouveau sacré, la France. Impliquée dans le domaine culturel et le dialogue interreligieux, vous êtes cofondatrice de l'Association des musées de la Méditerranée qui fait la promotion des musées des deux rives de la Méditerranée en insistant sur les ponts et passerelles culturelles et religieuses entre le Nord et le Sud. Madame, le comité des conférences de l'école de guerre est particulièrement heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Ce comité a pour mission d'inviter des personnalités qui apportent un regard neuf pour compléter le socle de formation délivré ici, à l'école de guerre. Avec vous, nous poursuivons notre cycle de conférences en abordant ce soir le thème « Médias et idées, la valeur sacrée de l'engagement ». À l'heure de l'immédiateté et parfois d'un manque d'engagement de certains acteurs de notre société, votre implication dans les médias, la culture et le dialogue interreligieux nous offrent un autre regard sur la valeur sacrée de l'engagement. Vous avez face à vous la 30e promotion de l'école de guerre, constituée de stagiaires français et étrangers, d'auditeurs civils, ainsi que de nombreux invités extérieurs. Je précise par ailleurs que cette conférence est enregistrée et sera diffusée sur YouTube. Madame, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vous cède la parole. Je vous remercie pour cette présentation. Bonsoir à tous. Je suis très honorée de me retrouver ici parmi vous. Alors, on m'a prévenu que dans ce cycle de conférences, j'étais la seule intervenante strictement du domaine médiatique. Je mesure donc la responsabilité qui est la mienne. Il n'est jamais aisé de parler au nom d'une profession, mais ça tombe bien, c'est une prétention que je n'ai pas du tout et que je laisse volontiers aux autres. Et à dire vrai, je ne me sens pas l'âme d'un porte-parole. Je crois d'ailleurs ne pas être la meilleure représentante de la profession. Une situation, vous allez le voir, je l'espère ce soir, qui, très loin de me désespérer, présente en réalité, pour moi et surtout pour vous, je l'espère, un avantage, celui de me laisser ce soir la liberté de dire ce que je pense. Donc, je vais vous parler à ma manière, je l'espère, je vais essayer d'une manière un peu singulière du domaine dans lequel j'ai la chance et le plaisir d'être conviée parmi vous, à savoir l'engagement à travers les idées. Alors, l'engagement dans le domaine médiatique, évidemment, l'engagement dans le domaine public et intellectuel, même si j'ai bien conscience que c'est un bien grand mot quand on parle des médias, mais je ne vais pas commencer tout de suite l'autoflagellation, on aura le temps tout à l'heure avec les questions, je le sens. Permettez-moi plutôt une toute autre introduction sur l'engagement et en particulier sur la valeur sacrée de l'engagement, que ce soit d'ailleurs au niveau des idées ou de l'action. Je pense qu'on ne peut pas parler d'engagement sans parler de sacré. L'engagement relève du domaine du sacré et dans cette assemblée, vous le savez très certainement, d'ailleurs beaucoup mieux que d'autres assemblées, que tout autre cénacle ou communauté.
Et je voudrais juste m'arrêter et que l'on s'entende sur la définition du sacré. Alors, ce qui est sacré, c'est ce qui ne se vend pas, ce qui ne s'échange pas, ce qui ne se monnaie pas, ce qui, en réalité, n'a pas de prix. Comme l'a parfaitement expliqué Régis Debray, le sacré, c'est ce qui légitime le sacrifice, et c'est ce qui interdit, évidemment, le sacrilège. Il y a donc, vous vous en doutez, beaucoup d'interdits autour du sacré. C'est une notion et une réalité qui exigent le respect, et aussi une forme de déférence, le respect par rapport à ce qui est sacré, c'est-à-dire ce qui est intouchable, ce qui est inviolable, comme par exemple, et ça va vous faire écho, l'hymne national ou un drapeau. Tout cela relève du sacré. Et puis, ça exige aussi de la déférence par rapport à ce qui peut relever du divin, ou en tous les cas de ce qui nous dépasse et de ce qui nous transcende. Alors, compte tenu de tout cela, la sacralité n'est pas chose aisée. Elle n'est pas chose facile parce qu'elle exige de nous, et vous le verrez tout à l'heure en parlant de l'engagement, elle exige de nous des efforts et des sacrifices importants. Or, et je vous pose la question, qui a encore envie de se sacrifier dans nos sociétés modernes, un peu consuméristes et beaucoup nihilistes? Et se sacrifier pour qui? Se sacrifier pour quoi? Pour quelles idées? Pour quels idéaux? Alors, pour les militaires, pour les soldats, pour les généraux, le sacrifice veut encore dire beaucoup de choses. Mais pour la société, pour nous tous, pour vous qui êtes venus en auditeurs libres, qu'est-ce qui mérite qu'on se sacrifie de nos jours? Et donc, qu'est-ce qui est encore sacré? Eh bien, de mon point de vue, il y a encore des choses sacrées, et parmi ces choses-là, il y a justement l'engagement. L'engagement par l'action que l'on mène ou par les idées que l'on porte. Et souvent, parce qu'on n'est pas schizophrène, les deux se rejoignent. L'engagement reste donc sacré aujourd'hui, même s'il a tendance à se désacraliser, ou alors on a tendance plutôt à le désacraliser. En effet, il y a une volonté de ringardiser l'engagement et de fait de le désacraliser comme si certains voulaient tout simplement le détricoter, comme si c'était une maille. Dans un monde, et je ne vous apprends rien, où l'individu est guidé parfois par ses seuls intérêts, penser collectif, réfléchir à l'intérêt supérieur de la nation, défendre le drapeau peut apparaître à certains, je dis bien à certains, comme étant dépassé, démodé, ringard, bref, passéiste, ou même réactionnaire, parce que vous verrez tout au long de cet exposé que c'est le mot le plus à la mode dans les médias, réactionnaire, on vous en sert à la louche. Alors, ce travail de démystification du sacré, moi j'estime qu'il est dangereux, car il contribue à brouiller les repères et à faire oublier en réalité l'essentiel. Pour vous donner un exemple, cette entreprise de désacralisation aura tendance à culpabiliser tout élan, ou alors tout acte d'attachement, et même, on va utiliser un grand mot, et même d'amour envers le drapeau national. Donc, au lieu de considérer le caractère sacré du drapeau, on va avoir tendance à critiquer le fétichisme du drapeau qui entraîne, selon certains, d'ailleurs toujours les mêmes, repli sur soi et fermeture. Voilà à quoi, selon moi, peut conduire la désacralisation qui s'apparente à une forme de décivilisation, puisqu'elle contribue à l'effacement de l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs et les repères. Alors c'est la raison pour laquelle j'estime qu'il y a urgence justement à resacraliser l'engagement. Mais ça ne se décrète pas, ça se construit dans le temps, puis avec de bonnes volontés. Un soldat qui s'engage pour son pays et pour des valeurs universelles sur des terres éloignées, qu'elles soient africaines ou moyen-orientales, ce soldat ne le fait pas simplement en signant un contrat avec l'armée. Il ne le fait pas seulement parce qu'il est un professionnel, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, de la guerre. Il le fait d'abord et surtout car il a, je le crois, et j'en suis sûre, ce supplément d'âme qui lui permet de penser l'engagement comme étant sacré. Et c'est précisément ce supplément d'âme qui est très difficilement quantifiable, qui est très difficilement mesurable, qu'il faut de nouveau valoriser, ou en tous les cas sanctuariser aujourd'hui. Et pas seulement quand la mort percute l'expérience militaire, parce que vous le savez, quand il y a ces moments de deuil, de tragédie, nous sommes tous unis. Et on s'empresse d'ailleurs de rendre hommage au sens du sacrifice des soldats. Il faudrait en réalité le faire et y penser de manière permanente et pas uniquement lors de la perte de soldats tombés au combat. Alors cet engagement qu'il s'agit de resacraliser, il peut être de différentes natures. L'engagement, il peut être moral, il peut être intellectuel, il peut être militaire ou il peut même être
Parfois, ça arrive, les trois à la fois. Si on prend le cas, par exemple, de Antoine de Saint-Exupéry, pour le journaliste, pour l'intellectuel, pour l'aviateur, l'engagement était pour lui un engagement à différents niveaux. Il y avait l'engagement physique, évidemment, ça passe par le corps, par l'avion qu'il pilotait, et cet engagement était un dépassement de soi. Lorsqu'il pilotait son avion, alors c'est le Lockheed P-38 Lightning, vous y connaissez mieux, ça constituait véritablement une épreuve physique incontestable pour le corps usé de quadragénaires à l'époque. Mais il repousse ses limites, et ça, c'est le dépassement ou l'engagement physique. Et puis, il y a aussi le dépassement, l'engagement militaire, parce qu'il est sur le front. Il fait partie de ces trois grands intellectuels français d'avant-guerre, et j'aime bien le rappeler parce qu'on l'oublie pour Saint-Exupéry, qui sont engagés corps et âme avec André Malraux et bien sûr avec Paul Nizan. Il est donc engagé comme un militaire, mais il doute, ce qui n'est pas d'ailleurs antinomique. Les militaires peuvent douter dans la capacité de conduire la guerre. En cela, il rejoint d'ailleurs les réflexions de Marc Bloch dans L'étrange défaite. Mais donc, dépassement physique, moral, pour cet intellectuel engagé à l'égal de Malraux ou encore de Aragon. D'ailleurs, dans Pilote de guerre, Saint-Exupéry livre une réflexion très profonde, beaucoup plus qu'une description sur la guerre et les combats. C'est un très grand livre, bien plus qu'un simple livre sur la description de ce combat. Il le fait en intellectuel et il le fait en journaliste engagé qu'il a été. J'en viens donc plus précisément au thème ce soir, c'est l'engagement via les idées, puisque pour moi, l'engagement physique, moral et via les idées se rejoignent. Pour vous parler de ce que représente cet engagement aujourd'hui, rappelons en quelques mots ce qu'il a été. Ça va vous permettre d'avoir la perspective de cet engagement à travers les idées. Et je ne suis pas loin de vous dire ce soir que vraiment c'était mieux avant. Alors le dire ainsi, je sais, c'est passer pour nostalgique, voire, c'est le mot à la mode, ou conservateur. Mais je l'assume. On oublie d'ailleurs que ce n'est pas si mal d'être conservateur au fond. C'est un instinct de survie que celui de vouloir conserver certaines choses, pas toutes, mais l'essentiel. Il y a une devise que j'aime beaucoup, qui est celle des pères chartreux, la croix demeure tandis que le monde tourne. Elle demeure. Et dans ce tourbillon, eh bien, il y a certaines choses dont on aimerait qu'elles restent stables, qu'elles restent inébranlables. Alors si c'est ça, être conservateur, c'est pas grave. On n'est pas forcément ou forcé de se réjouir de l'irrésistible, on a aussi le droit de pleurer l'irréversible. Et quand le présent n'est pas aimable, on n'est pas sommé de l'aimer. Voilà pourquoi je suis contre le présentisme et que je préfère le conservatisme. Donc au risque de passer pour conservateur, mais comme je vous ai dit que je n'étais pas le meilleur porte-parole de la profession, ce n'est pas grave d'être caricaturé ce soir, il ne fait pas de doute de mon point de vue que c'était mieux avant. Et mon but en vous disant cela ce soir, ce n'est pas de noircir un tableau, ce n'est pas de participer à la déploration générale actuelle, mais c'est de constater les choses un peu comme un greffier dans un tribunal. Je ne sais pas si vous avez lu, c'était dans Le Figaro il y a un mois, un entretien formidable, un entretien croisé entre Régis Debray et Pierre Nora, qui se taxent eux-mêmes de conservateurs de dernier des Mohicans et qui ont acté de la mort de l'intelligentsia hexagonale, tous deux s'étant d'ailleurs retirés sur l'Aventin des idées. Alors bien sûr, ils disent des choses qu'on partage tous, ils constatent des choses qu'on partage tous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à chaque époque des Foucault, des Sartre, des Derrida, des Lévi-Strauss ou encore des Lacan. Et c'est en grande partie pour ça que ces deux monstres sacrés que sont Nora et Debray regrettent un âge d'or. Ils disent qu'il y a eu les 30 glorieuses économiques et il y a eu les 30 glorieuses sur le plan des idées et c'est terminé. Voilà. Il y a eu la psychanalyse à travers Lacan, il y a eu l'ethnologie à travers Lévi-Strauss, etc. etc. Bon. Mais ce n'est pas pour autant que c'est d'être sombre et pessimiste que de constater cela. Parce que dans ce même entretien, ils affirment, ces deux immenses intellectuels, que tout n'est pas noir, qu'il y a encore, et en particulier chez les plus jeunes de nos jours, une appétence pour les idées, pour l'engagement. Mais l'engagement s'entend ici, et pour ces deux grands, pour la vraie causerie, pour la saine conversation, pour l'engagement en somme. D'ailleurs, l'engagement, disent-ils, c'est une forme d'aventure pour certains et pour les plus jeunes. Il y a une très belle formule dans le livre « Le je ne sais quoi et le presque rien » de Jean Kelevitch. L'occasion est au bord du chemin. C'est en
parcourant les chemins, mais pas les boulevards balisés, mais les chemins de traverse du monde, les routes escarpées, que la jeunesse saisit en réalité les occasions de s'engager. C'est comme ça qu'elle va repérer à travers ces chemins les idées qu'elle va porter ou les causes qu'elle va incarner. Alors les occasions, ces occasions au bord du chemin sont des inspirations. Et les inspirations, vous le savez, finissent en idées. Ces idées, cette matière, bien souvent, il faut aller la chercher. Ça ne vient pas tout seul. On ne se réveille pas un matin en se disant « je vais m'engager, je vais porter cette idée corps et âme ». Il faut aller la chercher comme on creuse dans une mine. Il y a des idées qui sont, je pense, en dormance en nous, qui attendent de jaillir. Elles sont parfois couvertes, écrasées. Il faut les révéler, il faut dépasser cet écrasement. Et c'est donc un travail que celui de l'engagement. C'est sur ça que je veux insister ce soir. C'est un travail d'extraction. Il faut être tout le temps aux aguets. Il faut intensifier l'expérience de vie. Il faut respirer les embruns du monde. Il faut voyager. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut archiver tout ce que l'on vit pour le restituer en idées ou en causes à défendre. En fait, il faut sans cesse aiguiser la pierre de sa pensée. L'engagement est une gymnastique de tous les instants. C'est une école de vie, une école du monde. Ce n'est pas de tout repos. C'est aussi d'ailleurs un engagement physique. C'est pour ça que je faisais le lien tout à l'heure. Pour être pleinement engagé, il faut les vivre, ces idées. Il faut avoir envie de ces idées. Et vous verrez pourquoi. Parce qu'il faut les défendre. Et ça, c'est une autre paire de manches. L'engagement, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un mouvement perpétuel. C'est une machinerie intérieure et psychique, bien souvent. L'homme ou la femme engagée est comme un marcheur, aucune référence au macronisme. D'ailleurs, c'est tout l'inverse, parce qu'il ne faut pas être en même temps sur ces idées. Il faut déployer de l'énergie pour s'engager. Il faut être le témoin et l'acteur à la fois, et pas en même temps. Le témoin et l'acteur de la diffraction du monde, du spectacle qu'il nous offre, soit magnifique, soit effroyable, ça dépend comment vous voyez les choses et le monde. Il faut aussi, c'est très particulier quand on s'engage, se dissimuler aussi pour mieux se déployer ensuite. Dans la dissimulation en soi, d'ailleurs, il y a une porte d'accès à la profusion des idées. Vous ne pouvez pas venir face à des assemblées, quelles qu'elles soient, et dire que vous êtes engagé si vous n'avez pas vous-même beaucoup travaillé par une dissimulation en vous sur ces idées-là. Et une fois que vous êtes véritablement avec sincérité, générosité, et puis beaucoup de pugnacité, porteur de ces idées, de vos idées, intimement convaincus qu'il faut les défendre, alors il faut les confronter. Et là, eh bien, c'est un autre monde qui vous attend. Les réseaux sociaux, la déculturation généralisée qui passe par la désagrégation du message éducatif, et je crois que Luc Ferry vous en a parlé il y a quelques jours ou quelques semaines, et la culture du clash permanent. Donc réseaux sociaux, déculturation généralisée et culture du clash permanent. Voici les trois éléments de ce monde, en tous les cas médiatique, et trois éléments qui ont eu raison du vrai débat dans notre pays, et donc quelque part de l'engagement à travers les idées, qui est notre sujet ce soir. Reconnaissez, je pense que vous serez d'accord, qu'il faut être bien téméraire, ou alors un peu fou, ou peut-être les deux à la fois, pour se risquer aujourd'hui dans un monde énervé, à défendre ses idées dans le débat public, médiatique, politique. Et je pense très sincèrement qu'il faut une dose de folie, au sens d'une très grande originalité, pour accepter parfois, souvent, tout le temps, d'être le punching ball d'une communauté en manque de repères. Il faut aussi accepter et intégrer l'idée qu'on ne peut pas être populaire. Il ne faut d'ailleurs jamais chercher à être populaire quand on veut s'engager dans les idées et défendre ses idées. Il ne faut pas chercher l'adhésion totale, sinon il faut tout de suite changer de crèmerie. Pour s'engager aujourd'hui, il faut donc aimer aller contre le penchant naturel au confort et à la facilité. Il faut accepter qu'en 140 ou 280 signes, on vous démolit. Il faut consentir qu'en 140 ou 280 signes, on vous moque. Il faut se résigner qu'en 140 ou 280 signes, on vous jette à la figure tous les restes de la poubelle Twitter. Pourquoi ? Parce qu'on ne débat plus en France, on assène. On ne cherche pas à convaincre l'autre dans notre pays, on veut le dominer. On ne partage pas des idées aujourd'hui en France, on les débite dans un moment de convulsion collective. Bref, l'espace de discussion est devenu une vaste ZAD, mot très à la mode. Zone à défendre pour les écologistes. Et pour reprendre un grand auteur du gouvernement, il y a une volonté de bordéliser le débat. Un autre auteur, dans son fameux poème « Le mot », Victor Hugo,
a tout dit, en alertant sur l'engrenage infernal que peut susciter la calomnie. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites, tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil, aussi magnifique qu'effrayant, il a tout dit, les réseaux sociaux n'existaient pas. Être engagé aujourd'hui sur le plan des idées, c'est donc entrer dans la mêlée, dans la bagarre, à ses risques et périls. Alors pourquoi à ses risques et périls? Car on entre de fait dans un monde manichéen, simplificateur, qui est celui des médias, que je connais un peu, quels que soient les médias. Et d'ailleurs, certains affirment, pour caricaturer ce monde médiatique, j'aime bien cette phrase, « Dès que la télé commande, aussitôt la pensée s'éteint ». C'est peut-être un peu sévère, car en citant cette phrase, je me rends compte que je tends le bâton pour me faire battre. Et l'idée ce soir, c'est quand même pas un autoprocès, on aura largement le temps de le faire, mais il faut être lucide et dire que la pensée complexe est difficilement compatible avec l'univers médiatique tel qu'on le connaît aujourd'hui, et surtout celui des réseaux sociaux, mais il tend ce domaine médiatique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Dénonciation mensongère, phrases tronquées, manipulation, fausses rumeurs, omission volontaire, intimidation, trahison, disqualification, bref, n'en jetez plus. S'engager dans ce monde-là, c'est prendre le risque de tout perdre, vraiment, sa crédibilité, sa réputation, son honneur, son pouvoir, ou plutôt l'illusion de son pouvoir, et au fond sa place, car ce qui domine dans ce monde, c'est le « haut de toi là que je m'y mette », car tout le monde pense pouvoir faire mieux que vous, c'est bien connu, à votre place. Je sais que c'est partagé dans le domaine militaire partout d'ailleurs, dans tous les domaines, mais c'est quand même très spécifique à ce domaine-là. Alors dans ce monde qui n'est pas si nouveau, mais qui est toujours aussi virtuel, la haine est à portée de clic et le bashing est le sport favori des courageux anonymes sur la toile. Tout le monde, vous l'avez remarqué, est devenu juge. Peut-être l'êtes-vous un peu ce soir, vous me le direz après à travers vos questions. Chaque individu se considère comme centre de référence unique, source absolue de légitimité. Chacun détient, ou plus précisément, pense détenir une source absolue de légitimité, un magistère suprême. C'est assez paradoxal, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, je n'en ouvrirai pas beaucoup pour respecter le temps, mais vous m'autoriserez, j'espère, ce soir quelques digressions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à mesure que le monde se globalise, se mondialise, se standardise, s'uniformise, l'individu, lui, il a tendance à se replier sur lui-même, à s'auto-archipéliser, à s'effriter devant son petit écran. Donc plus le monde se connecte, s'interconnecte, s'unifie, et plus l'individu, lui, se fragmente au risque de finir comme un confetti. En réalité, ce n'est pas si paradoxal, vous le savez mieux que moi. Dans ce monde virtuel et mercantile à souhait, comme tout vous surplombe et vous domine, eh bien, on est en train de nourrir un sentiment qui est effrayant et incontrôlable, c'est le culte du moi. Culte qui fait croire à l'individu que tout a commencé avec son année de naissance, qui serait l'année zéro pour lui. Tout a commencé à partir de votre année de naissance. Tout le monde se pense et se voit en petit Dieu créateur. Ce que le philosophe, c'est pas nouveau tout ça, ce que le philosophe allemand Peter Sloterdijk a appelé le rhizome. C'est l'homme qui est sorti de tout, c'est l'homme qui est sorti de son histoire, de ses racines, de l'enracinement, de ses ancêtres, de sa lignée, de son territoire, de sa langue, avec un appauvrissement du vocabulaire et un tarissement poétique phénoménal. Bref, il est tout nu, c'est l'homme nu, qui ne s'ancre dans aucune continuité. Plus on se modernise, plus on entretient un vide d'appartenance. Moi, je ne suis pas là pour le déplorer. Et quand bien même je le ferais, ça ne changerait rien à la situation, mais c'est un constat. Plus on va vers une mondialisation que j'appellerais techno-économique, plus il y a une balkanisation culturelle qui s'amplifie. Plus les technologies, je ne suis pas du tout technophobe, je n'ai pas de problème avec les technologies, mais je constate que plus les technologies grignotent le monde, plus le vide de référence s'installe, s'incruste et s'enquiste. Et on aboutit donc à cet homme nu, heureux mais nu, il est content de lui. Eh bien, c'est cet homme-là qui se croit tout permis. Il n'a honte de rien. C'est cet homme nu qui vit dans un monde halluciné, clos, médiatique, des réseaux sociaux, et qui va vous juger. Et comme il se permet tout, il pense qu'il est la seule et sa propre référence. La crise de la modernité est en train de provoquer et d'enfanter des pires archaïsmes. Voilà, je referme la parenthèse, mais pour vous dire que ce monde-là, virtuel, médiatique, produit une forme de puissance qui est une illusion de la puissance et un entre-soi idéologique. C'est-à-dire qu'on
pour le dire simplement, on barbote dans des bulles communautaires. On ne veut surtout pas d'avis contraire à ça, doxa. On se complaît dans une logique d'expulsion qui est souvent méprisante, puisque c'est l'exclusion, pardonnez-moi. Enfin, vous comprenez, on ne débat qu'entre gens du même monde. Et j'ajoute que dans cet univers, on ne vous pardonne rien. Au contraire, on cherche à vous piéger. On ne prend pas tout le raisonnement de la personne. Car ce soir, vous ne prendrez, puisque c'est diffusé, qu'un petit bout, qu'on va coller à un autre petit bout. On va donc prendre un détail qui devient le tout pour faire une arme qu'on va diriger contre vous, retourner contre vous. À ce jeu-là, vous ne gagnez jamais. Mais non, vous ne pouvez pas, le système est trop fort. 100% des perdants, on pourrait dire, ont tenté leur chance. Le système est donc plus fort, il faut le savoir, pour tenter de s'en sortir sans trop de cicatrices et de meurtrissures. Voilà donc à quoi il faut s'attendre quand on s'engage dans ce milieu-là, pour ces idées. Mais en vérité, pour s'en sortir aujourd'hui dans les médias, dits mainstream, sans trop de bleu et des raflures au corps et au cœur, il y a une recette. J'ai effet suspense le temps que je cherche. Il y a une recette, elle existe cette recette. C'est une manière d'être et de faire qui vous permettra, croyez-moi, de passer entre les gouttes et même de récolter des fleurs et des éloges. Oui, pour éviter les problèmes, pour s'engager à peu de frais, il y a une formule, elle est simple. Essayez de la respecter, si vous le voulez. Il suffit d'être en réalité adepte des idéologies woke, décoloniales, multiculturalistes, d'être égalitariste et de se présenter comme moralisateur dans le camp dit du bien. Et si vous êtes tous là à la fois, alors là, vous tirez le gros lot, on ne vous cherchera jamais, aucun problème, pas un pouls dans la tête, au contraire, on vous adoubera, car c'est le sens de l'histoire, paraît-il. Plus vous apparaîtrez comme une victime du système, plus votre engagement sera beau, noble et grand. C'est ainsi, seule la parole des victimes, réelle ou supposée aujourd'hui, est sacralisée. Par contre, il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, mais c'est un peu vrai quand même. Par contre, si vous vous aventurez à parler du passé de la France, alors là, malheur à vous. Malheur à vous pour mettre en avant un passé, c'est bien connu, colonial, dominateur, esclavagiste. Et si vous parlez d'Occident, n'en jetez plus, c'est la double peine. C'est une condamnation à mort médiatique qui vous pend au nez, car l'Occident, c'est bien connu, est de fait dominateur, exploiteur et meurtrier par essence. Et si en plus vous affirmez, parce que vous aggravez votre cas, que vous aimez la France, alors là, vous êtes extrême droitisé, fascisé, et le mot à la mode. Merci, un trac qui suit. Pardonnez cette pointe d'ironie, mais ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour, en réalité, lisser la pensée, uniformiser les idées, globaliser la réflexion. Alors c'est une évolution. Moi, elle me semble être une régression. Mais d'autres la défendent. Moi, il me semble que c'est l'usure de la pensée, que c'est même la défaite de la pensée, puisque c'est l'uniformisation de la pensée. D'autres, à l'inverse, y voient un vrai progrès, même la réalisation de leur rêve de conformation absolue de l'homme à un modèle unique. Chacun ses rêves, le mien, ce n'est pas un très grand rêve, mais ce serait d'avoir un univers médiatique avec autant d'avis que de courants de pensée dans le pays, quels que soient ces courants de pensée. Alors, compte tenu de tout ceci, comment, dans un tel monde ou dans un tel milieu, continuer à s'engager sur le plan des idées? Parce que je suppose que là, ça ne donne pas très envie comme ça. Mais moi, j'ai toujours considéré pour ma part qu'un journaliste qui se respecte est d'abord un journaliste engagé. C'est d'ailleurs une tradition dans ce beau pays qu'est la France. Camille Desmoulins, Mauriac, Jean Daniel, Jean Lacouture, autant de figures de la presse française qui ont été des journalistes engagés. Et bien sûr, Albert Camus, qui a affirmé qu'il fallait prendre conscience de son appartenance au monde, de son temps, qu'il fallait renoncer à une position de simple spectateur et mettre sa pensée ou son art au service d'une cause. Bref, pour Camus l'écrivain et Camus le journaliste, point de débat, il faut s'engager. Je pense pour ma part, modestement, que ne vaut et n'est vrai que le journaliste engagé. Et que la soi-disant neutralité qu'on nous oppose, à chaque fois, est un mensonge, un leurre, voire un mythe. Vous le savez déjà, peut-être, mais je le confirme ce soir, il n'existe pas de journaliste neutre. Non. Il n'existe que des journalistes qui cachent plus ou moins bien leurs convictions et leurs engagements. Et à l'inverse, un journaliste engagé n'est pas forcément un journaliste partisan. Dans l'un de ses livres intitulé « Les impatients de l'histoire », Jean Lacouture rappelait ce que disait Mauriac du journalisme engagé. Je vous le citais. « J'ai pris le journalisme au sérieux. C'est pour moi le seul genre auquel convienne l'expression de littérature engagée. » Et Jean Lacouture lui-même avait l'habitude de dire «
Je ne sais pas ne pas prendre parti, même si je me trompe. Je considère que la neutralité dans le journalisme est un mot parfaitement absurde. Alors voyez-vous, entre le journaliste engagé qui assume ses positions en toute transparence, et même si vous n'êtes pas d'accord avec ses positions, et le journaliste qui se cache derrière le paravent de la neutralité en se pensant supérieur, je préfère clairement le premier. D'autant que cette aspiration à une absolue neutralité est en réalité souvent une tartufferie. Et pire, prétendre à la vérité, comme ça en prévalent certains confrères, peut être dangereux. Un journaliste qui vous dit « mais c'est mon métier de dire la vérité ». Il faut s'en méfier. Paul Ricoeur enseigne que la vérité est toujours interprétative, filtrée par le langage et nos visions. Donc, ce journaliste qui se présenterait et qui dirait penser détenir la vérité ne détient que sa vérité qu'il va chercher à imposer au plus grand nombre par les médias mainstream. Ce n'est ni plus ni moins, selon moi, qu'une forme de prosélytisme moderne. C'est en cela que ce journalisme de la neutralité, érigé aujourd'hui comme le journalisme que devraient suivre tous les jeunes pousses, tous ceux qui veulent être journalistes, eh bien c'est une neutralité qui me paraît dangereuse, car ce journaliste pense dire la vérité. Alors que le journaliste engagé, quelles que soient, je le dis encore une fois, les causes défendues, il sait qu'il n'exprime qu'une part, sans doute infime, de la vérité. Alors une fois que cela est posé, la question est de savoir à présent quel est le poids et l'influence aujourd'hui d'un tel engagement sur le plan des idées. Autrement dit, le journaliste engagé est-il encore un faiseur d'opinion? Par qui il est entendu? Est-il encore un leader d'opinion? Dans l'univers impitoyable d'Instagram, les journalistes sont loin derrière cette nouvelle catégorie de femmes et d'hommes sandwich qui sont appelés les influenceurs. Mis à part les produits qu'ils mettent en avant en se faisant payer à prix d'or, les influenceuses et influenceurs sont aussi suivis pour leurs idées, pour leur manque d'idées, qui les caractérise si bien. Mais dans ce contexte d'éloge du vide, dans ce règne uniformisant et nivellateur vers le bas et même vers les bas-fonds, que pèse encore le journaliste engagé qui vient avec ses bagages, ses livres et sa culture, et qui prétend en plus défendre ses idées? Pour ma part, j'estime qu'il est malgré tous ces écueils, je pense qu'il est l'avenir de la profession. Oui, le journaliste engagé pour ses idées, il n'y en a plus beaucoup, a encore quelques beaux jours devant lui. Il m'apparaît impératif de marier ce soir quand même face à vous le pessimisme de la situation que l'on vit avec l'optimisme de la volonté, et donc d'y croire. Mais la question est de savoir croire à quoi précisément? De quelles idées parle-t-on au juste? Alors, il y a plusieurs catégories d'idées, il y a en réalité deux grandes catégories d'idées. Il y a les idées politiques, les convictions des responsables politiques qui veulent encadrer, régir la vie de la cité de telle ou telle façon. Ces idées sont portées plus ou moins brillamment, ou pas, par le personnel politique que nous avons. Généralement, ce sont des idées partisanes, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, etc. Et généralement, elles évoluent, elles changent, elles s'adaptent, elles migrent, car certains politiques sont aussi des oiseaux migrateurs, faisant tantôt leur nid dans un parti, tantôt dans l'autre. Ils ont beaucoup, puisque je suis filmée et que je les interroge tous les matins, je veux dire de plasticité, pour ne pas fâcher grand monde ce soir. Ils sont donc dotés d'une grande plasticité, d'une indéniable habileté quand il s'agit d'adapter leurs idées au moment et surtout à l'électeur. D'ailleurs, il faut saluer, je sais pas, une colonne vertébrale extrêmement flexible, ou alors une absence de colonne vertébrale. Mais ce sont des idées quand même. Ces idées politiques sont souvent louables, attention, je ne dis pas le contraire. Mais quand même, elles interrogent dans leur volonté et même leur obsession de régulation pour un monde meilleur et plus juste. Vous l'avez sans doute remarqué, de plus en plus, on veut nous dire, vous dire comment manger, comment réfléchir, comment s'habiller, comment se mouvoir, comment parler, comment vivre, quoi. Et petit à petit, ce sont des libertés qui sont rognées. Ce que Tocqueville a appelé dans De la démocratie en Amérique, tome 2, les libertés de détail. Mais ce n'est pas un détail, la liberté de détail, c'est l'essentiel. Parce que les libertés de détail de Tocqueville, ce sont les libertés ordinaires de tous les jours. Mais ce sont celles qui font le sel de la vie. Et ces libertés-là, elles sont minées par les politiques. Prenez par exemple au hasard certains écologistes, bien plus préoccupés par les postes de pouvoir à occuper que par la fonte des glaciers. Ils sont convaincus de vous éduquer et nous disent en gros « ça va aller, braves gens, dormez tranquilles, on fait tout ça pour votre bien ». Toujours se méfier d'un politique qui vous dit qu'il veut agir pour son bien, tout comme d'un journaliste qui vous dit qu'il va vous dire la vérité.
D'ailleurs, des deux, souvent ensemble dans le même milieu. À ce sujet, c'est toujours étonnant d'écouter certains écologistes, certains, je dis bien, vous parlez si peu de nature, si peu de beauté et de l'effleurement de la beauté, ça ne les intéresse pas. Leurs discours sont froidement techniques, à coups de chiffres et de statistiques, pour finir souvent de nous assommer et de nous culpabiliser. Pourtant, ça fait du bien, je fais une petite digression, puisqu'ils en parlent peu. Un peu de poésie sur la nature, sur les efflorescences de la biologie, sur les variétés des reliefs. Mais je pense que c'est une idée trop simple pour les écologistes. La beauté, c'est trop simple pour les esprits complexes. Donc, on va passer à une deuxième catégorie d'idées. Il y a les idées politiques que je viens d'écrire. Et puis, il y a une autre catégorie qui me semble non pas plus noble, mais elle est différente. Il y a les idées d'une vie, les idées qu'on défend et qu'on vit en même temps. C'est cette catégorie qui m'intéresse ce soir, car ce sont des idées que j'appelle les idées destin. Elles vous forgent, elles vous poussent au bout du bout, du bout, du bout. On est déterminé par ces idées-là, comme on est déterminé en réalité par son destin. Alors, ça peut paraître peut-être dépassé, désuet, ringard, mais elles existent encore, ces idées. Elles existent parfois d'ailleurs sous forme de restes, car l'époque empêche leur éclosion. Mais elles forment encore, et fort heureusement, de beaux restes, et à l'évidence de belles ruines. Et là encore, je précise dans une courte digression que les ruines, ça peut être très beau. C'est pas être d'un autre temps, d'un autre âge que de le dire, c'est être conservateur, je vais le placer plusieurs fois, au sens où l'on veut que certaines choses demeurent. Alors c'est vrai que dans le monde des start-upers, parler de belles ruines, vouloir que certaines choses perdurent dans le temps et dans les mémoires, c'est risquer la glaciation, tant vous paraissez d'un autre temps. Mais moi je l'assume, j'assume de préférer non pas le statu quo, mais le lent mouvement d'un sablier au changement perpétuel et frénétique du temps. Je crois au progrès, mais je ne me prosterne pas devant les chimères messianiques technologiques. En cela, oui, j'aime le conservatisme, et j'aime le conservatisme de certaines idées. Et surtout, quand ces idées, et à l'origine de ces idées, il y a l'amour du mot, l'attachement au verbe qui pèse sur le gouvernail du monde. Parce qu'il faut aimer l'idée selon laquelle ce sont les idées qui font la marche des hommes. Parfois, de telles idées destin dont je parle rejoignent d'ailleurs les idées politiques. Ce n'est pas antinomique, évidemment. Quand un appel suffit à changer le cours de l'histoire d'un pays et au-delà, évidemment, ce sont des idées destin, mais là encore, il n'y a pas un De Gaulle par siècle, et encore. Alors cette catégorie d'idées, elle ne peut pas être consommée comme les idées politiques quand même. On n'est pas à la kermesse des promesses électorales. Vous ne pouvez pas la consommer, cette catégorie d'idées destin, dans sa fast-food de la politique. Ce n'est pas du prêt à ingurgiter pour troupeau en mal d'idéal. Voilà pourquoi de telles idées restent assez difficiles à défendre en réalité, malgré tout, dans le système médiatique qui est le nôtre. Parce que dans ce système en tension permanente, il est difficile d'expliquer des idées qui ont mis des années à cheminer ou à se forger. Et j'insiste quelques instants vraiment sur le cheminement, parce que c'est très important de comprendre qu'un engagement, ce n'est pas une finalité, c'est un chemin, c'est un mouvement. En réalité, c'est une sorte d'aimantation vers les objectifs que l'on s'est fixés. Une aimantation intellectuelle, mais aussi physique. C'est pour cela qu'engagement physique et engagement sur le plan des idées sont intimement imbriqués et liés. Quand on s'engage, on se met donc en mouvement, en marche, pas pour changer la marche du monde, ou alors c'est De Gaulle, Churchill et autres, mais plutôt pour changer quelque chose dans cette marche du monde. Et concilier cela aujourd'hui, croyez-moi, avec le système en tension qui est celui des médias et des réseaux sociaux, c'est un défi, voire une mission impossible. Il est en réalité très difficile d'être un lanceur d'alerte aujourd'hui parce qu'on vous transforme très vite en polémiste. Et c'est bien connu, le mot et le terme de polémiste est utilisé pour vous dévaloriser, pour vous décrédibiliser. Vous interrogez le déclassement de la France, vous êtes automatiquement qualifié de décliniste. Vous prévenez de l'entrisme islamiste, vous êtes un raciste. Vous vous inquiétez de la tournure du progrès et vous interrogez simplement la finalité de la société de consommation, vous êtes un rétrograde doublé d'un complotiste. Vous militez pour une école de l'excellence, vous êtes donc contre l'égalité des chances. Vous défendez le sacré et la transcendance, alors là, n'en parlons plus, vous êtes perché et bon pour l'asile. Bon. Mais alors, me direz-vous, dans cet univers impitoyable, comment défendre ces idées et continuer à s'engager ? Prenons un exemple concret qui parlera au plus grand nombre. Il y a eu récemment dans l'actualité un débat, ou plutôt une conversation, une causerie entre deux Michel célèbres, Michel Onfray et Michel Houellebecq, dans la revue Front Populaire. Deux esprits aiguisés, réunis, et une belle polémique au final, avec une menace de plainte finalement retirée de la part du recteur de la Grande Mosquée de Paris sur des propos de Michel Houellebecq pour incitation
à la haine. Alors soyons clairs, les propos qui ont été maladroitement tenus et les propos qui ont très maladroitement essentialisé une partie de la population française, en l'occurrence les musulmans, il faut les condamner sans tergiverser avec force, ce que je fais. Mais une fois qu'on a dit cela, dialoguons plutôt que d'assigner au tribunal, faisons l'éloge du débat contradictoire, fut-il vif et même violent, plutôt que de laisser des avocats très certainement brillants et très bien payés s'occuper du débat intellectuel et de la liberté d'expression dans notre pays. Je citerai une nouvelle fois Saint-Exupéry: « On ne condamne personne chez moi pour un mot qu'il a prononcé ou une connerie qu'on a racontée sur lui. On y ignore les délits d'opinion. » Hélas, notre société ne prend pas ce chemin. Je rappellerai simplement l'épisode au cours duquel la philosophe Sylviane Agacinski a été empêchée de tenir conférence à Bordeaux du fait de militants LGBT qui l'ont censurée en jugeant ses propos sur la PMA et GPA, qu'elle est libre de tenir, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, comme étant des propos qui relevaient de l'homophobie. Pour l'avoir interrogée récemment au micro d'Europe 1, elle n'en revenait toujours pas, elle, grande intellectuelle, d'avoir été ainsi la cible d'une telle accusation, en réalité d'une telle infamie, dont le seul but est d'étouffer le débat, de criminaliser toute opinion, d'anesthésier, de lisser et d'uniformiser la pensée, et donc c'est bien la défaite de la pensée. Alors comment peut-on à ce point oublier en France ce qui fait la singularité de ce pays? Cette singularité, moi je l'ai appréciée de l'autre côté de la Méditerranée parce qu'elle réside dans la discorde. Et la discorde en France, vous en avez fait, on en a fait, une esthétique, une métaphysique. Il ne faut pas l'oublier, malheureusement certains l'oublient. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu des protestations parce que Marcel Gauchet a été invité à prononcer une conférence inaugurale lors des rencontres de Blois. Deux noms, Geoffroy de Lagasnerie et Édouard Louis. L'un se présente comme un universitaire spécialisé en sociologie et philosophie, l'autre se targue d'être écrivain. Tous deux avaient dit cette phrase, et c'est pour ça que je voudrais citer cet exemple, parce que cette phrase, je crois qu'il faudrait l'encadrer et y réfléchir toute une vie. Je la trouve vertigineuse, je vous la livre ce soir. Accepter de débattre avec lui, donc parlant de M. Gauchet, accepter de débattre avec lui, ce serait comme si nous nous inscrivions dans le même monde que ce militant de la réaction. Dans le même monde. Donc voilà qui prononce aujourd'hui les excommunications, ceux-là même qui parlent matin, midi et soir de société inclusive. Allez comprendre. On ne veut plus d'interlocuteurs en réalité avec qui dialoguer. On cherche un adversaire à combattre, ou plutôt un ennemi à abattre et à assigner au tribunal. Cette obsession de tout judiciariser est d'ailleurs devenue une dangereuse habitude. Il faut s'en éloigner. Et comme disait Jean Cocteau sur les habitudes, vous connaissez son livre magnifique « Démarche d'un poète », il faut insulter les habitudes, surtout quand elles sont mauvaises. Et puis j'insiste sur un point, la liberté d'expression n'est pas seulement la liberté pour moi de dire quelque chose, ou pour vous de le dire, mais aussi et surtout la liberté pour l'autre de dire des choses que je n'ai pas envie d'entendre et qui peuvent me heurter, oui, il faut le dire. C'est à ces conditions, me semble-t-il, que l'engagement pour les idées sera revivifié, protégé et sanctuarisé. Et cette sanctuarisation ou sacralisation de l'engagement, comme je disais en introduction, est fondamentale. Ne perdons pas de vue que l'engagement est un processus qui nous invite à convoquer un certain nombre de vertus, comme la grandeur des principes que l'on se fixe, la résilience, malgré les critiques dont j'ai parlé, car il faut une bonne dose d'obstination pour être engagé. Et au final, que ce soit un engagement physique ou moral, c'est toujours un cheminement vers le dépassement de soi. Et ce cheminement, vous l'avez compris, n'est pas une promenade de santé. Vous devez vous accrocher, car on fera tout pour vous désespérer d'avoir choisi cette voie-là. Je m'excuse à l'avance de travestir, en tous les cas de prendre pour exemple une phrase magnifique. Je trouve qu'elle est adaptée dans ce contexte de Karen Blixen dans La ferme africaine qui disait « Je suis là où je me devais d'être ». Eh bien, dans l'engagement des idées, vous vous devez d'être là pour les défendre. Si dans La ferme africaine, ce livre exceptionnel, ce chef-d'œuvre, Karen Blixen montre qu'on peut fonder l'accomplissement de soi et de ses idées dans le choix géographique où l'on décide d'être, eh bien, pour l'engagement des idées, on peut aussi fonder l'accomplissement de soi dans le choix des idées à défendre et qui vont nous enraciner, pas forcément dans un lieu géographique, mais nous enraciner sur une trajectoire ou un chemin de vie et de destin, et ça fonde donc l'identité de l'être. Et puis, je voudrais insister sur un autre aspect de l'engagement qui me paraît essentiel et que j'ai cité tout à l'heure en parlant de Saint-Exupéry, c'est le doute. L'engagement nécessite de l'obstination, oui, bien sûr, mais ce n'est pas une certitude de détenir la vérité. Le doute doit fonder l'engagement. Moi, il y a un mythe, une légende
Peut-être d'ailleurs que ce n'est pas un mythe, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une légende que j'aime beaucoup et qui s'est déroulée sur le bord de mer à Carthage, en Tunisie, un pays qui m'est cher. Sur le bord de mer, donc, se promène saint Augustin. Il est en train de méditer, excusez du peu, sur la Trinité, lorsqu'il aperçoit un enfant. Et le petit garçon est muni d'un coquillage et d'un geste mécanique. Il verse de l'eau de mer dans un trou qu'il a fait dans le sable. Et saint Augustin s'étonne et lui demande « Mais que fais-tu, l'enfant ?» Alors ce dernier lui répond du tac au tac « Mais je vide la mer dans mon trou, c'est évident. » Saint Augustin s'est amusé de la réponse. Il n'ose dire à cet enfant combien son action est vaine, elle est irréalisable. Mais tandis qu'il s'éloigne sur le bord de mer à Carthage, où il fait toujours très beau, mais ce n'est pas le sujet, le doute l'envahit et il distingue une voix. Peut-être celle, je crois qu'il connaît Carthage, peut-être celle de l'enfant qui s'apparente à un ange et qui lui dit « Cela me sera plus facile qu'à toi, avec ta seule raison humaine, d'épuiser le mystère de la Trinité. » Saint Augustin est troublé. Et si l'enfant avait raison? Et si finalement il était possible de vider la mer dans ce trou fait dans le sable? Quoi qu'il en soit, le doute a trouvé une brèche, une fêlure, un interstice. Et je pense que dans tout engagement, le doute doit avoir sa place. Pas une place trop grande, bien sûr, sinon vous n'allez pas très loin, et sinon le doute anesthésie la personne engagée, mais une place raisonnable, disons, une place raisonnable qui permette de se rappeler et de se raccrocher à l'essentiel. Dans nos sociétés, on mythifie la certitude, on fantasme sur le zéro risque. On a tendance à sortir de nos vies le risque. Or, le risque, évidemment, vous le savez mieux que quiconque, la prise de risque est le corollaire de l'engagement. On ne peut pas tout maîtriser, sauf à être un surhomme ou une surfemme, celles et ceux. Faites attention. Il vaut mieux aujourd'hui... Donc voilà, on ne peut pas tout maîtriser, sauf à être une machine, un être augmenté, puisque c'est le futur et déjà le présent aussi inquiétant, effroyable que fascinant et exaltant que certains nous réservent. Mais pour l'heure, pour les êtres non encore augmentés que nous sommes, l'engagement reste un mouvement, un chemin parsemé de doutes donc, et de questions comme celle-ci. Pourquoi et surtout pour qui s'engage-t-on? Je conçois que face à une telle assemblée, ce soir, la question de savoir pour qui s'engage-t-on ne nécessite pas de débat contradictoire, puisque dans le corps militaire, s'engager, c'est servir son pays, son drapeau au péril de sa vie, puisqu'on peut mourir pour le collectif, pour une autre idée plus grande que soi. Il y a là d'ailleurs quelque chose d'intensément mystique, puisqu'on touche à l'origine des choses et donc à une forme d'absoluité. Mais la question doit se poser pour nous tous, car la tendance à s'engager pour soi, pour sa propre notoriété, pour son seul confort dans cette société, pour sa bien-portance est réelle. Et c'est très vrai dans le domaine des médias, où l'activité consistant à se regarder le nombril n'est pas la dernière dans la hiérarchie des priorités. Or, l'engagement, le vrai, il doit être tourné vers autre chose que soi-même. En s'engageant, on ne doit pas prendre soin de soi, mais de ses idées, pour les autres, pour le collectif. Pour l'engagement ou par l'engagement, il faut donc aller cultiver autre chose que ce qui vient uniquement de soi. En s'engageant, il y a aussi l'idée que le temps long est très important, qu'il faut le sanctuariser. Le temps long avec lequel on signe, ou plutôt avec lequel on signe de nouveau un pacte de respect. Car il faut reconnaître qu'on n'a plus le temps. On le bâcle, on le cherche, mais veut-on vraiment le trouver? Veut-on vraiment accorder du temps à l'essentiel pour ces idées-là, ces idées destin? On est obligé d'accorder du temps et même une vie. Or, dans ce monde hautement technologique, je crois qu'on a de moins en moins de temps, mais comme moi aussi j'ai peu de temps, je m'empresse d'arriver bientôt à la conclusion. En s'engageant, il y a en effet, et enfin, un retour vers les racines, vers le sol, vers ce qui est solide, tangible et donc vers ce qui n'est pas friable. Moi, je voudrais citer cette magnifique phrase de Paul Vidal de la Blache, qui est le père fondateur de la géographie. C'est d'ailleurs une phrase qu'on peut retrouver dans la préface de l'Histoire de France de Michelet. « L'homme croit qu'il est le régent de l'histoire, alors qu'il est d'abord le disciple du sol. » Voilà qui remet un peu les pendules à l'heure. Nous ne sommes pas grand-chose à côté des grandes idées, de l'engagement qui, lui, est sacré, l'engagement qui suppose le sacrifice au sens de l'oubli de soi, pour servir les idées, ces idées, quelle que soit, je le dis encore, la nature de ces idées, pourvu qu'elles suscitent le débat, pourvu qu'on ne cherche pas à plaire, et pourvu qu'on ne perde pas de vue le doute, pourvu qu'on croit encore en le sacré. J'espère donc, en conclusion ce soir, ne pas avoir réussi à vous plaire, je crois que je suis arrivée, mais plutôt à vous intéresser, car je n'ai pas la prétention de vous convaincre, vous l'avez compris, je doute trop pour cela,
sauf dans le sacré, en lequel je crois. Et permettez-moi de conclure à ce sujet avec cette phrase, là encore magnifique. Enfin, j'ai essayé de choisir que ces phrases magnifiques, que je trouve magnifiques, mais vous serez d'accord, de Paul Valéry dans Variété. Les anciens hommes, les hommes antiques, mettaient leur philosophie à peupler l'univers aussi ardemment que nous mîmes plus tard la nôtre à le vider de toute vie. Voilà pourquoi j'y crois toujours, car je préfère voir dans l'univers toute une dimension symbolique, mystique, plutôt que de la vider et de la dessécher. En quelques mots, et vous connaissez cette citation de Valéry encore une fois, qui peut tous nous faire réfléchir, que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Merci de votre écoute. Merci beaucoup, madame. Nous allons maintenant passer aux questions. Merci de faire des questions brèves, succinctes, de manière à laisser la parole au maximum de personnes. Merci. Bonsoir, madame. Je suis le chef de bataillon Druet de l'armée de terre. Selon vous, que faudrait-il faire pour resacraliser l'engagement et comment promouvoir à nouveau le débat dans notre société? Merci. Merci à vous de poser des questions qui appellent des réponses courtes et simples. Écoutez, je crois intimement que le sacré ne peut pas se décréter. Je crois d'ailleurs que c'est l'une des rares choses qui ne peut pas se décréter. Vous ne pouvez pas le convoquer. Je crois que soit on y croit, soit on n'y croit pas. Soit on pense, et d'ailleurs quels que soient nos domaines, professionnels ou personnels, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, nous transcende, nous précède et puis va arriver dans plusieurs siècles, soit on n'y croit pas. Et donc ça, c'est quelque chose... J'ai toujours pensé que le sacré, d'abord, c'est une part intime, que vous portez ou que vous ne portez pas. Ensuite, je crois à une capacité de la société, justement, à convoquer ce sacré. C'est-à-dire que dans des sociétés où il n'y a plus d'interdits, forcément, c'est difficile de parler du sacré. Dans des sociétés où il a été dit pendant des années qu'il est interdit d'interdire, sans porter de jugement moral sur cette période-là, c'est compliqué de convoquer de nouveau le sacré. C'est compliqué d'expliquer qu'il y a des interdits. C'est compliqué d'expliquer que ce qui est interdit n'est pas forcément mal, que ce n'est pas quelque chose qui va vous diminuer, ou en tous les cas, qui va vous soustraire des choses dans la vie, mais au contraire, que ça va être un plus. On pense à tort que l'interdit, et donc le sacré aujourd'hui, retire des choses. Or, c'est tout l'inverse, il ouvre tout un univers, des perspectives de réponse et de chemin, à la fois de chemin de vie, personnel et professionnel, qui sont très importants. Donc, pour répondre à votre première interrogation, d'abord c'est personnel, et ensuite, dans cette société, pour le retrouver, il faudrait que dans tous les différents domaines, tous les responsables n'aient plus peur de convoquer ce qui est sacré, donc ce qui est interdit, parce que ça nécessite effort, ça nécessite des sacrifices, et puis ça peut être aussi, et vous le savez à travers évidemment les écrits comme le sacré et la violence, ça peut aussi provoquer des troubles. Ce n'est pas forcément un chemin tranquille, le sacré. Quant à votre deuxième question, comment promouvoir le débat, moi je pense qu'il est permanent, le débat en France, mais est-il sur les vrais sujets? Le débat, il est permanent. Vous avez une causerie qui est quotidienne. Alors, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et de regarder toutes les chaînes. Vous n'avez que des gens qui débattent, vous n'avez que des polémistes, justement. Mais la question, c'est de quoi parle-t-il et qu'est-ce que ça peut apporter? Je pense que le débat, il est là. Ce qui manque, c'est souvent la diversité, la profondeur, je ne sais pas, mais en tout cas la diversité des opinions, et qui peuvent représenter tout le spectre aujourd'hui de la société. C'est en cela qu'on pourra promouvoir ce débat, je pense, davantage en sanctuarisant cette diversité aujourd'hui qui manque. Bonsoir madame, capitaine Joxan de l'armée de terre. Merci pour votre conférence vivifiante et de manière globale pour votre œuvre journalistique. Au printemps 2022, s'est tenue une commission d'enquête sénatoriale à propos de la concentration dans les médias. Ce n'est donc plus conspi.net, mais bien l'appareil d'État français qui dénonce les mauvaises conséquences que peut avoir le financement dans la presse française.
les cordons de la bourse sont-ils du coup les chaînes qui empêchent l'engagement de s'exprimer? Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que le financement, est-ce que les cordons de la bourse sont ce qui parfois entrave l'engagement au sein des médias? Alors, ça ne va pas vous étonner, compte tenu, et pas seulement des médias dans lesquels je travaille, que je pense exactement l'inverse. Mais je pense qu'ils permettent aujourd'hui véritablement une diversité dans le pays. Alors après, on peut décider qu'il peut y avoir aucune interaction entre, comme vous dites, les cordons de la bourse et l'univers des médias, mais dans ce cas-là, il y a un service public, point. Il faudrait une loi qui interdise donc à certains industriels, à certains financiers, à certains, puisque le mot est à la mode et qu'il faudrait une France sans milliardaires, à ces personnes-là de détenir des médias. Il peut y avoir une limitation dans la concentration. Il me semble que la Commission européenne veille de très très près à tout cela. Mais je ne vois pas en quoi, et je vous parle à la fois d'expérience dans ce milieu, mais aussi finalement de citoyenne, en quoi cela viendrait grignoter de la liberté dans le paysage médiatique, public, politique, voire intellectuel qui est le nôtre. Je vois pas. Je vois qu'il fait peur à certains, que cette soi-disant, cette illusion de la mainmise fait peur, mais moi je vois qu'en réalité elle offre une diversité. Alors on peut ne pas être d'accord dans ce cas-là, vous savez, il y a un choix qui est très simple, il y a une télécommande et il suffit de zapper, de voir autre chose. Mais je n'ai jamais bien compris pourquoi ce débat, si on ne va pas jusqu'à une ultra-concentration évidemment, et ça deviendrait un monopole, ce qui est impossible dans notre pays, pourrait entraîner une quelconque menace sur notre vie démocratique, puisque moi je pense, avec mes camarades, confrères, dans certains médias, pouvoir non pas représenter une autre voix, mais parfois un autre son de cloche par des médias qui sont détenus, comme vous le dites, parfois par les cordons de la bourse. Et de le faire, je crois, en toute liberté. J'ai essayé de m'exprimer, en tous les cas, avec ce ton et cette liberté ce soir. Bonsoir madame, lieutenant-colonel Espinasse de la Gendarmerie nationale. Pas forcément sous forme de lettres, mais plutôt de quelques conseils. Que diriez-vous à un jeune de 20 ans? Je pense que ça ne va pas être politiquement correct de travailler plus. Non, c'est pas. N'y voyez pas un soutien à une actualité, une réforme en débat actuellement. Mais oui, je pense que je lui dirais ça, véritablement. Je prendrai exemple modestement sur mon parcours, mais aussi sur la génération qui est la mienne. Quand j'entends dire dans les médias « la jeunesse ne veut plus travailler », d'abord c'est faux, parce qu'on essentialise la jeunesse, c'est une partie de la jeunesse. Et il y a aussi une autre partie qui, je ne les oppose pas du tout, hein, c'est une diversité là encore, mais qui est bien consciente qu'aujourd'hui, pour non pas arriver, mais pour s'accomplir. Et je viens de parler d'un des domaines dans lesquels il est merveilleux de s'accomplir, comme celui de l'engagement dans les idées, alors à travers les médias, les livres, la politique, etc. Il me paraît difficile de ne pas être tenace. Et pour être tenace, je ne vois pas d'autres moyens, d'autres chemins que celui du travail. Ça peut paraître simple de le dire, mais s'il y a un chemin de traverse, moi je voudrais bien le connaître. J'aurais économisé 20 ans avant de venir parler devant vous, mais je ne les ai pas économisés. Et je pense qu'il ne faut pas les économiser, parce que toute cette somme d'expérience, de travail, de confrontation avec le monde réel, de confrontation avec tout ce qui nous entoure, et bien si on ne l'éprouve pas aujourd'hui, on ne peut pas porter quoi que ce soit devant vous. On ne peut pas porter ni un discours de vérité, ni un discours d'authenticité, ni une quelconque expérience, qu'on soit d'accord ou pas, avec les idées que l'on porte. Donc je dirais à ces jeunes que je côtoie d'ailleurs, parce que dans les médias, il y a encore quelques personnes qui veulent devenir journalistes malgré que la profession ne soit pas très aimée. On n'arrive pas tout de suite dans tous les domaines, que ce soit les nôtres, les vôtres. Donc je dirais oui, ce n'est pas politiquement correct, mais oui, il faut travailler plus. C'est une réalité aujourd'hui. Bonjour, Paul Dudaro, ingénieur au sein du groupe ADP. Merci beaucoup pour votre intervention qui était passionnante. J'ai une question concernant la responsabilité des décideurs politiques aujourd'hui face à
à l'opinion publique. Je crois que c'est le chancelier Scholz qui a dit récemment qu'on ne prend pas des décisions sur la base d'une campagne d'opinion, en parlant de la livraison d'armes à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui on gouverne sur la base justement des campagnes d'opinion? Alors, je vais venir sur l'international, mais si on gouverne sur la base de campagnes d'opinion, on ne réformerait pas beaucoup la France. Et en l'état actuel, on aurait arrêté ce que conduit le gouvernement après la première journée de mobilisation. Donc on peut reconnaître quand même que parfois les politiques sur lesquelles il nous arrive de taper, pardonnez-moi du mot, mais taper allègrement, peuvent aller à l'encontre du sens de l'opinion générale, de l'opinion publique. J'en fais pas une esthétique, hein, c'est pas forcément bien d'aller contre, mais enfin parfois c'est ainsi et j'allais dire la conduite du pays l'exige. Pour ce qui est de l'international, j'ai peut-être une nuance parce que là le débat manque. Autant le débat est très vif et soutenu et presque permanent parce qu'en France on débat sur la retraite avant même de naître, hein, on a un avis sur la retraite qu'on va avoir, mais sur l'international et sur quelque chose qui nous engage tous, c'est-à-dire quand même la guerre et ses conséquences, il y a peu de débats, ce que d'ailleurs les oppositions regrettent, c'est-à-dire un débat tout simplement au Parlement, qui est quand même le cœur battant de la démocratie. Et c'est une vraie interrogation là pour les médias, parce que sur ce sujet-là, il est très difficile d'avoir de la nuance. Non pas qu'il faut de la nuance partout, mais enfin il faut écouter les différentes sensibilités. Et donc à part de dire que la guerre c'est mal, par évidemment ses conséquences sur les populations, j'entends, il faut aller plus loin. Et les voix qui s'aventurent à aller plus loin aujourd'hui, elles sont mises de côté. Je pourrais vous citer quelques exemples, mais les personnalités qui ont une expérience, qui ont un savoir-faire, qui ont eu des postes prestigieux et qui viennent dire aujourd'hui dans les médias, évidemment, Poutine est le seul agresseur, il n'y a pas de doute là-dessus, mais maintenant il faut penser à l'après, il faut imaginer quelques portes de sortie, je ne dis pas la paix. C'est compliqué, c'est beaucoup plus long. Eh bien, ceux-là, ils sont accusés d'être automatiquement pro-Poutine. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et les personnalités dont je parle ne sont pas des complotistes de premier plan, hein. Je peux citer, pour les avoir interviewés, Dominique de Villepin, Hubert Védrine, Maurice Gourdemontagne également, qui, tout en tenant un discours, j'allais dire, tout à fait rationnel sur la guerre, quand il s'aventure à aller plus loin, parce que c'est le rôle aussi d'un politique, je l'espère, d'imaginer l'après, eh bien aujourd'hui ils n'ont plus beaucoup, n'ont pas droit de citer, mais en tous les cas ils font face, et là encore sur les réseaux sociaux, même si on n'est pas obligé de les regarder, mais ils font face à une véritable opposition, obstruction, qui pose question. Et donc la question qui se pose dans les médias, c'est quel récit il faut offrir. Moi, je pense qu'il faut offrir le récit, qui est d'abord très compliqué à avoir parce que nos journalistes qui sont, pour la plupart sur place, font un travail exceptionnel dans des conditions très difficiles. Donc, il faut avoir la substantifique moelle de ce qu'ils disent, mais l'analyse qui est derrière, elle doit être autorisée par plusieurs personnes. Et dire que seulement Poutine est méchant, nous sommes d'accord. Mais aller plus loin aujourd'hui est très difficile. Or, je pense vraiment que l'opinion publique, comme on dit, est au fait de toutes ces informations et qu'on la prive parfois de nuances, mais pas de nuances sur le caractère atroce de la guerre ou le caractère autoritaire, ou même dictatorial comme vous voulez, ou plus de Poutine qui a été qualifié de nazi. Non, on la prive en fait de nuances sur l'analyse de cette guerre et parfois nous-mêmes on fait attention parce qu'on sent que c'est un terrain miné. Pour reprendre, voilà. Et ça, c'est effectivement un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a des limites aujourd'hui qui sont mises inconsciemment parfois, et pourtant, on doit pouvoir évoquer ces sujets. Nous en parlions, je ne vais pas dire déflorer notre conversation, mais quand vous menez une guerre, face à vous, vous avez quelqu'un qui la mène aussi. Et de son point de vue, c'est légitime de bombarder des ponts, c'est légitime, même si c'est terrible, de maintenir dans le froid des populations. C'est affreux, c'est atroce, il faut le dire. Mais enfin, il faut aussi l'analyser. Et je pense que de ce point de vue-là, on a perdu une bataille dans l'opinion qu'on s'interdit nous-mêmes parfois
nous-mêmes, hein, je dis les médias, ça ne veut rien dire, mais j'essaye de parler non pas au nom d'une profession, mais de ce que je ressens, qu'on s'interdit de mener parce que c'est un sujet qui nous semble extrêmement sensible. Bonjour madame, merci pour votre intervention. Pierre Jallet, étudiant en histoire économique et bientôt en intelligence économique. Vous avez parlé de la notion de neutralité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est cette volonté d'introduire en permanence dans le débat public l'idée du discours rationnel et du discours déséquilibré, ou tous les termes de fake news dont on parle depuis quelques années, et ce refus en fait de la subjectivité, et qu'un journaliste assume qu'il a une position et qu'il n'est pas juste un individu neutre qui dit le bien face au mal, qui est tout ce qui n'est pas l'idée dominante d'une société. Je suis totalement d'accord avec vous, totalement d'accord. C'est ce que j'essayais de développer tout à l'heure, avec une nuance. Oui, alors, ne pas défendre la neutralité, c'est une chose. C'est-à-dire que bon, quand vous écrivez des livres, on sait d'où vous parlez. Vous connaissez l'expression d'où tu parles. Ben, on sait ce que vous défendez ou pas. Après, il y a un réflexe pavlovien que moi j'essaie de combattre, c'est-à-dire en fonction de ces combats-là, on vous classe plutôt à droite ou à gauche. J'ai jamais bien compris d'ailleurs. Mais j'ai jamais bien compris pourquoi, quand vous défendez une certaine idée de l'ordre ou de l'autorité, c'est forcément être de droite. Pourtant, moi, il m'a semblé que dans ce pays, il y a une partie de la gauche qui a été incarnée, qui était biberonnée par Clémenceau, qui défendrait l'ordre et l'autorité. Donc, je ne sais pas pourquoi on classe schématiquement, enfin, je le sais, pour mieux pouvoir caricaturer ceux qui portent ces idées et les mettre à droite, à l'extrême droite, etc. Il y a cette exigence de neutralité, si vous voulez, que moi j'estime qu'elle n'existe pas, que c'est une illusion, et qu'il suffit de voir quels sont les combats qui sont portés ou les idées qui sont portées par les personnes. Et puis, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire le combat contre les fake news. Le problème, c'est que, je vous prends un exemple précis, puis c'est d'actualité sur la réforme des retraites, c'est que le gouvernement accuse les oppositions, certains, de propager des fake news. Les oppositions accusent le gouvernement de propager des fake news, notamment sur le fameux rapport du corps sur les retraites. Et le président du corps lui-même n'est pas d'accord avec ce qu'il a écrit dans son rapport. Donc, reconnaissez qu'il est parfois compliqué de démêler le vrai du faux et de se faire l'arbitre des élégances, des vraies ou fausses informations dans ce débat extrêmement technique actuel. Donc, parfois, je pense qu'il ne faut pas demander trop aux journalistes, parce que, vous savez, aujourd'hui, il faut, pour un journaliste qui traite de, je ne sais pas combien, on va dire peut-être une dizaine de sujets par jour, et les sujets parfois changent, il ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Donc on ne peut pas être la machine en direct qui va détecter les fake news. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des cellules fake news, vous parlez, vous dites un chiffre, en direct, vous avez un robot, une machine, ça doit être l'intelligence artificielle qui vous dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais moi, je pense que c'est pas le rôle d'un journaliste. Alors évidemment, quand il y a une statistique aberrante, quand il y a un chiffre totalement erroné, quand il y a de la mauvaise foi, le journaliste, faire son métier, c'est ça, c'est débusquer cela. Mais on ne peut pas être une machine en temps réel à débusquer les fake news. Sinon, je ne sais pas, on change de métier, on devient une machine, une intelligence artificielle qui va passer au crible les statistiques. Et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui dans le débat. Donc, moi, je pense la neutralité, c'est une tartufferie, comme je vous l'ai dit. Le combat contre le fake news, je pense c'est presque une banalité de le dire, mais c'est un combat commun, puisque sur les réseaux sociaux, on est tous juges aujourd'hui. Vous ne vous inquiétez pas, hein. Au sortir d'une interview, moi, quand je vois les réseaux sociaux, je vois que tout le monde a posé les questions à ma place. Et tout le monde a trouvé d'ailleurs l'idée de la bonne question. Et tout le monde a déjà fait le travail de fact-checking, comme on dit, de l'interview. Bon. Et ça, il faut l'accepter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut accepter que vous ayez un certain nombre de personnes qui, en écoutant la parole du politique, et ça c'est tant mieux, hein, c'est le même, ce qui est sain dans une démocratie, va tout de suite, évidemment, comparer, va tout de suite essayer de certifier ou au contraire de contredire. Mais je pense qu'attendre du journaliste tout cela, c'est beaucoup, même s'il a un rôle quand même, évidemment, de garde-fou, heureusement. Bonsoir madame. Capitaine de corvette Chaperon de la Marine nationale.
Nous avons eu la chance de recevoir récemment M. Luc Ferry. Et selon lui, c'est la disparition des 3 grandes causes, christianisme, communisme et patriotisme, qui avait induit la disparition de l'engagement. Pensez-vous que c'est la valeur de la cause, ou de l'idée destin, comme vous dites, qui fait la profondeur de l'engagement? En d'autres termes, peut-on envisager un engagement sacré pour une idée médiocre? Je vous remercie. Alors, il faudrait d'abord pouvoir juger d'une idée médiocre. Moi, je ne sais pas. C'est ça qui est compliqué dans votre question. Qui peut être le juge et l'arbitre d'une idée médiocre si une autre personne y croit? Vous pouvez très bien juger que ce soir, mes idées sont médiocres, alors que moi, je juge qu'elles sont nobles, pures, et qu'il faut les sacraliser, et que je les porte en bandoulière, et que je vais les défendre coûte que coûte. Comme, pardon de le dire, mais comme il n'y a pas de question bête, je ne pense pas qu'il y ait des idées médiocres. Et au contraire, je pense que s'il y a une idée et qu'elle est défendue pas de manière médiocre, alors elle mérite le respect, elle mérite d'être sanctuarisée ou sacralisée comme vous le souhaitez. Donc je ne sais pas si vous avez une définition d'idée médiocre, mais moi je ne le crois pas. Est-ce que toutes les idées sont bonnes à défendre? Et là, ça va rejoindre ce dont vous parlez, c'est-à-dire les idéologies qui ont disparu, forcément. Toutes les grandes idéologies que vous avez citées, alors, christianisme, je sais ce que pense Luc Ferry, et je vois ce qu'il veut dire, évidemment, par l'évanescence, on va dire, du christianisme, et par les structures qui ne sont plus présentes aujourd'hui. C'est pour ça que j'appelle à une resacralisation de l'engagement. Il y a un effritement aujourd'hui, mais il y a plus qu'un effritement, il y a une volonté de déboulonner, en fait, certaines statues, celle du christianisme, celle des grandes doctrines, mais aussi celle de l'engagement. Quand je vous dis que ça paraît ringard, désuet, dépassé, démodé, c'est que certains le disent. Essayez aujourd'hui de venir et de parler, non pas ici, je vous remercie de l'écoute et de votre bienveillance, mais essayez d'en parler plus largement dans des médias mainstream ou sur les réseaux sociaux. Dans 90% des cas, vous serez véritablement moqué, vous serez caricaturé, vous serez traité de réactionnaire, de conservateur. Et là, je suis gentille parce que vous serez même fascisé, extrême droitisé, vous serez mis dans un camp. Et je vous assure qu'il faut vraiment s'accrocher parce qu'il y a des personnes qui ont des idées qui ne sont pas médiocres, mais qui ne sont pas certaines, qui ne sont pas encore affirmées et qui vont se dire mais pourquoi tout ça ? Pourquoi je vais me recevoir des tombereaux d'insultes? Pourquoi je vais me recevoir des dizaines de poubelles sur la tête pour défendre des idées dans un tel contexte? Et effectivement, ça vient en partie, comme l'a dit Luc Ferry, parce que j'ai écouté son intervention, d'une déstructuration, d'une déperdition de ces grandes idéologies, doctrines. Mais derrière ça, enfin, tout ne tombe pas tout seul. Tout ne tombe pas tout seul. Il y a un bateau, quand il coule, il s'est cogné à un iceberg. Et quand quelque chose tombe, c'est qu'il y a des gens qui déboulonnent ou qui minent les pieds d'une statue. Et donc, moi, je pense qu'il faut, je ne dis pas qu'il faut les combattre, nous ne sommes pas dans une guerre, sinon une guerre des idées. Fort heureusement, et nos seules armes, ce sont des pensées, des idées, des livres et des stylos. Mais je pense qu'il faut une forme non pas de résistance, ce serait un trop grand mot ici, mais de vigueur, en tous les cas. Ça rejoint le sacré, c'est-à-dire qu'il faut revigorer ou reconquérir le sacré, ne pas avoir peur d'en parler, mais je vous assure que dans les sphères aujourd'hui publiques ou médiatiques, parler d'engagement, parler de sacré, parler de certaines idéologies, etc., vous fait passer pour quelqu'un qui date d'un autre siècle. Donc rien que opposer à cela un argumentaire, un discours construit, une conviction, c'est déjà peut-être poser les bases d'une fondation, d'une refondation. Et même si on part d'idées médiocres. Bonsoir madame, Rémi, cadeau professeur. Je vous remercie tout d'abord de vos propos et vous poser la question suivante. Comment expliquez-vous que dans cette société, donc, le sacré est attaqué de toutes parts, comme vous venez encore de le rappeler, et comment nous, militaires, que nous soyons dans l'armée de terre, dans la marine, dans l'armée de l'air, gendarmes, nous arrivons à créer ce sens de l'engagement ultime avec bon nombre de jeunes qui viennent des villes, des campagnes, de tout endroit de France, et qui pour bon nombre au départ ne venaient pas pour des valeurs particulières, et que nous arrivons à leur faire acquérir, à leur faire partager. Pourquoi y arrivons-nous, et pourquoi est-ce que dans le reste de la société, nous y arrivons apparemment si peu?
Merci pour cette question, mais je pense que vous, puisqu'on parle du sacré, vous restez l'un des seuls domaines, en fait, encore un peu sacré, et c'est pour ça que j'ai insisté pour lier au thème de ce soir la valeur sacrée, parce qu'elle me paraît consubstantielle à votre engagement. Et j'ai donné, il me semble, un élément de réponse tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une forme d'absoluité en réalité. Pourquoi on s'engage aujourd'hui? Pour qui on s'engage? Mais quand on vous pose à vous la question, elle est, je veux dire, elle est presque charnelle, elle est physique, elle est évidente, elle transparaît à travers tous vos cellules, toutes vos cellules, tout ce que vous êtes, tout votre être. Et je pense qu'une partie de la jeunesse y adhère encore et le voit, parce qu'il y a une forme d'un combat, d'un engagement, on va dire, absolu, d'une authenticité, d'une vérité. C'est très important. Il reste encore aujourd'hui très peu de domaines où on dit la vérité ou une vérité. Or, me semble-t-il, vous ne masquez pas ce qui peut être la finalité d'un engagement. Et chez vous, dans ce domaine, la finalité de l'engagement, elle peut être tragique. Alors ça dépend comment on l'apprend, mais ça peut être tragique, évidemment, parce que ça peut se conclure. Il ne faut jamais oublier qu'un soldat, quand il s'engage, eh bien, au bout du compte, au bout du fusil, au bout de l'avion ou du char, il y a la mort. Et je pense que dans cette esthétique, même si le mot peut paraître déplacé, mais je pense qu'il y a une esthétique du tragique, eh bien, la vérité et l'authenticité de ce que vous incarnez tranchent aujourd'hui avec une société, pas toute, mais en partie, qui n'est tournée que vers soi, une société nihiliste, je le disais, consumériste, où le culte du moi, en réalité, n'est pas là pour rassurer, parce que je suis sûre que si vous demandez à beaucoup des plus jeunes d'entre nous s'ils sont véritablement heureux, mais pas heureux juste dans leur vie personnelle, mais heureux de vivre cette vie-là, dans cette société-là, ils ne le sont pas. Parce que moi, je m'interroge, comment on peut être heureux quand on vous somme de vous éloigner de vos racines? Comment on peut être heureux quand on vous dit de couper avec votre terre, avec votre culture, avec ce qui vous fonde, avec ce qui vous caractérise? Et je crois que le domaine ou la chose militaire reste encore le seul domaine, ou l'un des seuls domaines, ou d'ailleurs presque le seul, sacralisé au sens où cette vérité, cette authenticité, même si elle est porteuse de tragique, de douleur, de souffrance, d'engagement dur, eh bien parle à l'âme, parle finalement à ce supplément d'âme dont je parlais tout à l'heure, qu'on ne retrouve plus. On ne le retrouve plus dans les différents autres domaines, parce qu'on vend autre chose. On vend des rêves qui sont inaccessibles. On vend une uniformisation, alors qu'en réalité, on est de plus en plus seul. Et on croit qu'on pense tous la même manière, alors que chacun, je vous ai dit, finit en confetti, seul devant son petit écran, alors que dans la chose militaire, vous partagez, vous êtes en communauté, vous servez. Ça, c'est important. Vous servez. Qui vous dit encore aujourd'hui dans votre travail que vous servez? Mais non, vous êtes aujourd'hui interchangeable. Enfin, on est interchangeable. Demain, je ne suis plus à mon poste, vous allumerez, vous écouterez quelqu'un d'autre qui fait l'interview. Beaucoup ne regretteront rien et se diront, est-ce qu'il y a une différence? Enfin, j'espère que mon patron qui est ici, que je salue, M. Donavida Revel, remarquera qu'il y a une différence. Mais voilà. Et donc, dans toutes les sphères de la société, on est interchangeable. Je ne dis pas qu'on ne l'est pas dans le domaine militaire, mais c'est peut-être l'un des seuls domaines où vous servez. Et ce mot, on n'ose plus le dire. Vous servez à quelque chose, vous servez le pays, vous servez l'autre, parce que pour partir à la guerre, il vaut mieux être sûr avec des personnes avec qui vous partez. Et dans les autres domaines, vous ne partirez pas à la guerre avec grand monde. Je me méfierai, mes arrières. Madame, au nom de la 30e promotion de l'école de guerre et de son directeur, je vous remercie pour votre intervention qui nous rassemble autour d'une valeur commune fondamentale, la valeur sacrée de l'engagement. L'amphithéâtre Foch aura rarement été aussi plein et c'est de toute évidence grâce à votre intervention. Comme vous avez pu le constater en rentrant également dans l'amphithéâtre, l'école de guerre, c'est aussi une maison d'édition. Et je tenais, au nom de la promotion, à vous remettre ce livre écrit par un de nos proches anciens sous-mariniers sur le thème du courage. Je vous remets également un bleuet de France
symbole de notre reconnaissance et soutien envers les blessés en opération extérieure, les veuves, les pupilles de la nation et les victimes du terrorisme. Vous pourrez éventuellement le porter à l'antenne, soit le 8 mai, le 14 juillet ou le 11 novembre. Voilà. Merci, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup, ça me touche énormément, vraiment. Merci beaucoup. Et je remercie enfin nos nombreux invités extérieurs et vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui aura lieu le 25 mai avec M. Jancovici sur les thèmes des énergies, du climat, de la souveraineté et de la sécurité. Encore une fois, merci pour votre intervention et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.